Le matin, pour beaucoup de parents, ça peut être un vrai cauchemar. Les pleurs, le mal de ventre, le fameux «je ne veux pas aller à l'école». Mais imaginez un instant, si on pouvait transformer ça, si ce cauchemar devenait une routine calme, sereine même. C'est exactement ce parcours qu'on va explorer ensemble. Ah, cette phrase « Maman, j'ai mal au ventre ». Qui ne l'a pas entendue? C'est le cri du cœur, en fait. C'est le son de l'anxiété d'un enfant. Une angoisse qui peut paraître immense, une montagne, autant pour lui, bien sûr, que pour le parent qui se sent complètement démuni face à ça. Et pourtant, en seulement 3 semaines, ce cauchemar peut devenir un matin tranquille. Alors comment c'est possible? C'est ça le cœur de notre analyse aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie, non. C'est l'application de stratégies très concrètes et surtout bienveillantes. Allez, on regarde ça de plus près. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un point super important. Tout ce qu'on va voir ici, c'est un guide, un soutien. Ça ne remplace jamais un avis médical professionnel. Si l'anxiété est vraiment forte, si elle dure, la consultation d'un spécialiste est indispensable. C'est même la chose la plus responsable à faire. Bon, pour que ce soit bien concret, on va suivre l'histoire de Chloé, une petite fille de 9 ans, et de sa mère, Émilie. Pour elle, l'anxiété, c'était pas juste un mot dans un livre. Non, c'était une véritable tempête, tous les jours qui paralysait toute la famille. Alors, comment on la reconnaît, cette anxiété? Parce qu'elle a plein de visages différents, et ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Bien sûr, il y a les pleurs, mais il faut aussi regarder plus loin. Les maux de ventre ou de tête à répétition, le sommeil agité, les cauchemars, ce besoin constant d'être rassuré encore et encore, ou alors l'irritabilité, le fait de s'accrocher, de ne plus vouloir aller à l'école. C'est un tout. Repérer ces signaux, c'est vraiment le point de départ. Maintenant, parlons des erreurs. Face à un enfant en détresse, on veut l'aider, c'est normal. Mais parfois, sans le vouloir, on peut faire des choses qui, en fait, aggravent la situation. On va voir ensemble les 3 erreurs les plus classiques. Erreur numéro 1, minimiser. Le fameux «mais non, c'est rien, t'inquiète pas». On pense bien faire, rassurer, mais ce que l'enfant entend, c'est «ce que je ressens n'est pas important, c'est bête». Et là, en plus d'être anxieux, il se sent seul et incompris. C'est la double peine. Deuxième erreur, tout aussi courante, l'évitement. Le laisser ne pas aller à l'école, par exemple. Sur le coup, ouf, tout le monde respire. C'est un soulagement immédiat. Sauf que c'est un piège terrible. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'enfant, lui, il apprend une chose. Ah, donc cette situation était vraiment dangereuse et la seule façon de m'en sortir, c'est de fuir. Et l'anxiété, au lieu de diminuer, elle prend de l'ampleur. Et la 3e erreur, c'est la surprotection. Lui préparer ses affaires, appeler l'école pour lui, faire les choses à sa place pour l'éviter d'avoir peur. L'intention est bonne, bien sûr, mais le message caché, c'est « tu es incapable de gérer ça tout seul, tu as besoin de moi ». Et ça, petit à petit, ça grignote sa confiance en lui. Alors, si en écoutant ça, on se reconnaît un peu, c'est important de se dire une chose, ce n'est pas de notre faute. En tant que parents, on fait de son mieux. La culpabilité, l'épuisement, c'est tout à fait normal de ressentir ça. L'anxiété infantile, c'est fréquent. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se gère. Des solutions existent. Ok, on a vu le problème, les erreurs à éviter. Maintenant, on passe aux solutions. C'est le cœur de notre sujet, les 5 techniques qui ont tout changé pour Émilie et Chloé. Et vous allez voir, ce sont des outils vraiment concrets et super puissants. Première technique, et elle est fondamentale, valider sans minimiser. Ça veut dire quoi? Au lieu de dire « n'aie pas peur », Émilie a appris à dire « je vois que tu as peur ». Étape 1, on reconnaît l'émotion. Puis, c'est normal de ressentir ça. Étape 2, on normalise. Ensuite, on peut ajouter doucement « et tu sais, tu as déjà réussi à gérer ça par le passé ». Et enfin, on propose une solution ensemble. Allez, on trouve un outil pour t'aider? Juste cette approche en 4 étapes, ça peut faire baisser l'anxiété de 30%. C'est énorme. Pourquoi? Parce que pour la première fois, l'enfant se sent vraiment compris. Deuxième technique, la boîte à outils anti-anxiété. J'adore cette image. L'idée, c'est de donner à l'enfant des outils bien réels, qu'il peut sortir quand la vague d'anxiété arrive. Ce ne sont pas des trucs abstraits, c'est du concret. Un exercice de respiration, un thermomètre pour évaluer son anxiété, un exercice pour se reconnecter à ses sens, ou même l'idée de faire appel à un personnage courageux, son super-héros préféré par exemple. L'objectif, c'est l'autonomie. Prenons un de ces outils, le 5-4-3-2-1, l'ancrage sensoriel. C'est tout simple, mais c'est redoutablement efficace pour stopper une crise d'angoisse. Le principe, quand le cerveau part en vrillant des scénarios catastrophes, on le force à revenir dans le présent. Comment? En se concentrant sur ses 5 sens, tout simplement. On le sort de sa tête pour le remettre dans son corps, ici et maintenant. Ça coupe net la spirale. Technique numéro 3, et celle-ci a vraiment été un tournant pour Chloé, l'exposition progressive. Alors, attention, ça ne veut pas dire jeter l'enfant dans la piscine pour lui apprendre à nager.
Non, non. Le principe, c'est d'apprivoiser la peur, pas de l'affronter brutalement. On va décomposer la situation qui fait peur en toutes petites étapes, comme les barreaux d'une échelle. Chaque barreau est un tout petit peu plus difficile, mais toujours faisable. Regardez l'exemple de Chloé et sa peur des fêtes d'anniversaire. Émilie a construit cette échelle avec elle. Niveau 1, tout simple, on regarde des photos de fêtes. Tranquille. Niveau 2, on en parle. Niveau 3, on achète le cadeau. On se rapproche, mais on est encore en sécurité. Et ainsi de suite, jusqu'à assister à toute la fête. La règle d'or, c'est qu'on ne monte à l'échelon suivant que quand on est à l'aise sur l'échelon actuel. On ne force jamais, on accompagne. Et chaque petite marche gravie, c'est une énorme victoire pour la confiance en soi. Quatrième technique, qui peut paraître simple mais qui est essentielle, les routines sécurisantes. Un cerveau anxieux déteste l'imprévu. Il déteste ne pas savoir ce qui va se passer. Alors, en créant des routines claires, le matin ou le soir, on lui offre un cadre prévisible, un cadre sûr. Il sait ce qu'il attend. Ça fait baisser le niveau de stress général. Et en plus, ça permet d'intégrer facilement les outils, comme un petit exercice de respiration, toujours au même moment. Et enfin, la cinquième technique, en fait, c'est plus qu'une technique, c'est une décision clé. Savoir quand il faut passer le relais et demander de l'aide à un pro. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Si l'anxiété empêche de vivre normalement, d'aller à l'école, de dormir, de voir des amis, ou si ça dure depuis des mois sans que rien ne s'améliore, alors il faut consulter. Aller voir un psychologue spécialisé, ce n'est absolument pas un échec. Au contraire, c'est la plus belle preuve d'amour et de soin qu'on puisse offrir. Alors, tout ça c'est bien joli en théorie, mais en pratique, est-ce que ça marche? Pour Chloé et Émilie, la réponse est un grand oui. Et les résultats sont arrivés vite, en seulement 3 petites semaines. Le avant-après est spectaculaire. Regardez. Les matins de crise, quasi quotidiens, sont devenus des départs calmes dans 80% des cas. Les nuits hachées, remplacées par des nuits complètes et paisibles. Mais le plus fou, c'est le changement au niveau de l'autonomie. Chloé n'est plus cette petite fille paralysée par sa peur. Elle a ses outils et elle sait s'en servir. Elle a repris le contrôle. Et voilà, on touche au point le plus important de toute cette histoire. Le but, ce n'est pas de supprimer l'anxiété. Ça, c'est impossible et ce n'est même pas souhaitable. L'anxiété est une émotion utile. Non, le vrai but, c'est de transformer le sentiment d'impuissance en un sentiment de compétence, de donner à l'enfant les clés pour qu'il puisse se dire « Ok, j'ai peur, mais je sais quoi faire ». Bon, et maintenant, on fait quoi? Par où on commence? Pas de panique, on va voir un plan d'action tout simple, en 3 étapes, à mettre en place dès ce soir si on le souhaite. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup. On commence petit. Première étape, la prochaine fois que l'enfant exprime une peur, on essaye la validation. Juste ça. Je vois que tu as peur, c'est normal. Deuxième étape, on introduit un seul outil. Par exemple, la respiration 5-5-5, ce soir, avant de dormir. Et troisième étape, on prend un moment pour évaluer la situation honnêtement. Et si on sent que c'est trop lourd, on cherche de l'aide. C'est tout. Ces 3 petits pas, ils peuvent vraiment démarrer quelque chose de positif. Et on va terminer avec cette question. Elle est importante parce qu'elle change notre regard. Au lieu de se focaliser sur l'anxiété, sur le problème, on va se concentrer sur les progrès. Quelle est la toute petite victoire que l'on pourrait célébrer cette semaine? Un matin un peu moins difficile? Une tentative d'utiliser un outil? Chaque petit pas compte, c'est une victoire. Et c'est en célébrant ces petites victoires que la confiance se reconstruit petit à petit.